Lancé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous à ce webinaire qui vous est proposé conjointement par l'Agence de l'orientation et puis par le Carrefour Foref de Normandie. Donc, c'est un webinaire qui est destiné plutôt quand même aux professionnels de l'orientation, de la formation et de l'emploi que vous êtes. Et le but, c'est vraiment de pouvoir vous outiller sur la vaste question des métiers d'avenir. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est une très très vaste question. Donc, dans un premier temps, on va tenter déjà de circonscrire et de vous expliquer quel est notre cadre pour évoquer ces métiers d'avenir. Ensuite, on va avoir le Cariforef qui va nous présenter des résultats d'études et notamment de prospectives métiers sur les métiers d'avenir. Donc, on va pouvoir venir affiner ce cadre déjà. Ensuite, on va faire un tour d'horizon des projets en Normandie qui sont dédiés à ces métiers d'avenir. Vous allez voir qu'on va avoir aussi un témoignage d'acteurs, notamment de la filière biotechnologie. Et puis après, on va mettre à votre disposition une boîte à outils d'outils que vous pouvez exploiter dans vos accompagnements. Vous allez le voir, qu'il s'agisse d'ateliers, d'un festival, de centres de ressources. On va mettre à votre disposition un certain nombre d'informations et de ressources que vous allez pouvoir exploiter. Alors, je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Déjà, avec nous, je crois qu'il vient d'arriver Guillaume Folléa. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, pardon pour mon retard. Non, bah, je t'en prie. Tu peux juste te présenter en quelques mots? Oui, Guillaume Folléa du Carrefour Foref de Normandie, je suis responsable de l'OREF, donc Observatoire Régional Emploi Formation. Merci beaucoup. Alors Elsa Jaubert ne peut pas être avec nous, donc je vais passer. Alors Cécile n'est pas encore arrivée non plus, mais elle va arriver. Je vais passer la parole à Sophie. Bonjour Sophie Kraus. Bonjour, donc moi je suis responsable du pôle formation de l'Institut des transitions de l'Université de Rouen-Normandie, donc l'institut qui est en charge de tous les enjeux liés à la transition écologique. Et du coup, je m'occupe plus des enjeux de formation. Merci beaucoup. Avec nous Anne-Cécile Rick. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour à toutes et tous, donc responsable du département partenariat à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et dans ce département, justement, on coordonne notamment notre participation à certains appels à manifestation d'intérêt qu'on va évoquer. Donc, l'idée, c'est d'en échanger. Merci. Avec nous également Sophie Teninck. Bonjour Sophie. Donc, Sophie Tenac de l'agence. Et donc, moi, je suis chargée de projet sur l'animation et la coordination du 3NC. Et je passe la parole à Marie Dufond. Bonjour Marie. Bonjour, je suis cachée dans l'angle. Je suis chargée de projet CIRCE qui a pour but de valoriser la cybersécurité en Normandie au sein de l'Agence de l'orientation et des métiers. Et donc moi-même qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation. Donc on va passer 1h30 ensemble. Vous allez voir, ça va être assez dense. Donc on va essayer voilà, de prendre le temps de bien vous expliquer tout ça. Et déjà, on va tenter, donc très 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 modestement, de définir ce que sont que les métiers d'avenir. Alors, on vous propose 3 grilles de lecture. Il y en a une qui est assez précise, qui est le cadre du plan France 2030, en fait, hein, et son appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. Donc là, ce premier cadre, en fait, c'est un cadre politique, et on voit qu'il y a une impulsion et puis des financements qui viennent de l'État pour certains secteurs clés. Donc je vais y revenir dans un instant. Le deuxième cadre, il est issu de l'observation et finalement des données liées aux évolutions du monde de travail, avec des secteurs qui vont être créateurs d'emplois, avec des métiers qui vont être porteurs, des métiers qui vont être émergents. Ça, le Cariforef va y revenir. Guillaume va pouvoir évoquer longuement ce cadre-là. Et puis le troisième, et ça c'est peut-être avec vous Sophie qu'on va voir ce cadre-là, c'est celui des métiers des transitions. Alors notamment la transition écologique, et on va pouvoir évoquer avec vous un certain nombre de ressources pour mieux connaître ces métiers des transitions. Et puis on va parler aussi d'un festival qui s'appelle Normand Durable qui va bientôt avoir lieu. Alors pour revenir au premier cadre qu'on vous propose, c'est ce contexte effectivement de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Alors qu'est-ce que c'est? Le contexte global, c'est le plan d'investissement France 2030, avec justement un investissement financier de l'État qui vise à préparer en fait la France aux défis de demain, donc de 2030, en soutenant l'innovation, en soutenant la recherche et puis les formations dans des secteurs clés. L'idée, c'est un peu que la France devienne leader dans ces secteurs-là. Donc, on va voir quel secteur, mais je peux déjà vous dire voilà, l'énergie, la santé, l'agriculture, les mobilités, le numérique.
Et pour répondre aux objectifs de ce plan, donc, l'appel à manifestation d'intérêt qu'on appelle CMA, hein, compétences et métiers d'avenir, a émergé. Et il a déjà permis de financer en fait des centaines de projets, qu'il s'agisse de projets de diagnostic, de développement d'outils, de dispositifs de formation portés par des consortiums. Et donc ce plan France 2030, via cet appel à manifestation d'intérêt, il a déjà permis l'ouverture de 48 000 nouvelles places de formation, par exemple, dans les filières d'avenir en France. Alors, les secteurs concernés, si je détaille un petit peu plus, on va avoir en premier lieu la transition énergétique. Donc, ça va être tout ce qui concerne les métiers liés à la décarbonation des énergies, les métiers comme l'hydrogène vert, les métiers liés au nucléaire, liés à la gestion des déchets. On va avoir aussi comme grande thématique l'agriculture durable, avec le développement effectivement d'experts en gestion durable des terres et bien d'autres métiers également sur l'agriculture régénérative, l'agroécologie. On va avoir trois autres grands secteurs, la santé et les biomédicaments qu'on lie ensemble, avec le développement d'outils innovants, avec la recherche en biomédicaments. Ça, on va l'aborder avec la collègue du projet Biode de Normandie qui va nous rejoindre tout à l'heure. On va avoir aussi comme grande thématique ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'usines connectées, bien sûr de cybersécurité et d'IA qui font partie de cette grande thématique de l'industrie 4.0. Et puis, on va avoir le domaine spatial aussi avec l'aéronautique. Donc voilà pour un premier cadre de lecture. Et vous voyez, en gros, les quatre objectifs globaux de ce plan et de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de mieux produire demain, de mieux vivre, de mieux comprendre le monde et puis de mieux se déplacer. Donc ça, c'est pour une première approche de ce cadre et de cette réflexion sur les métiers d'avenir. Mais je vais laisser Guillaume Folléa, lui, vous détailler son cadre à lui et notamment les données qui viennent du terrain cette fois. Guillaume, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que je diffuse tes slides ou je te donne la main? Je veux bien la main, Alexandra, si ça Ouais, t'embête pas. ça marche, Merci. je t'en prie, Ok. c'est bon. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est bon. C'est bon, vous l'avez? Ouais? Ouais. D'accord, merci. Je vais essayer de me mettre en plein écran. Voilà, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, j'ai pas là, je sais pas, vous le voyez? Oui, oui, je pense que vous le voyez là. Hein. Oui. C'est bon, d'accord. J'ai pas, donc moi je vous vois pas. Donc s'il y a des interventions, Alexandra, si tu veux bien me le signifier, parce que du coup j'ai pas la visibilité sur les Ça participants. marche. Donc rebonjour à tous. Je vais effectivement vous donner quelques cadres sur ce qu'on peut envisager comme étant des métiers d'avenir ou à fort enjeu. Donc à partir d'un certain nombre de travaux, qui sont des travaux à la fois régionaux et nationaux. Alors on est quand même toujours dans des idées assez générales, mais qui sont des grandes directions en fait en matière de développement de métiers et d'emploi. Je commence très rapidement par vous présenter vite fait le CARIFOREF, hein, mais vous le connaissez certainement pour la plupart. Donc on est un groupement d'intérêt public et puis on est une structure d'information, de ressources et d'animation au service des professionnels de l'emploi, de la formation, de l'insertion, de l'orientation et de la lutte contre l'illettrisme. Et donc nous intervenons sur toutes les questions emploi, formation, orientation, qualification, compétences. Nous avons quatre grandes missions. La mission informée, donc celle que je représente, pardon, je la représente pas celle-ci. La mission informée, avec notamment tout ce qui tourne autour des bases de données sur l'offre d'information, tout ce qui tourne autour des travaux autour de la veille et des ressources, et tout ce qui tourne autour de la diffusion de l'information. Une mission observée que je représente, donc Observatoire régional emploi formation. Une mission professionnalisée animée qui a pour objectif précisément d'apporter un appui aux professionnels de terrain sur leurs pratiques métiers, et puis une mission CRIA, lutte contre l'illettrisme et l'alphabétisation. Alors je commence par rapidement envisager avec vous les grandes mutations sociétales, là encore des grandes généralités, hein, mais c'est pour donner, pour cadrer un peu sur ce qui est à la fois, qui est déjà présent, qui nous arrive déjà, mais aussi qui va probablement continuer de se développer dans les années à venir, c'est que on a des mutations
sociétale forte, avec des aspirations qui évoluent, notamment en termes de congés, de réduction du temps de travail, d'hybridation, temps professionnel, temps personnel. On est entré dans une société du loisir. La transition écologique, n'en parlons pas. On est aussi dans une économie du partage, hein, où on voit toute une série d'initiatives hein, qui se mettent en place depuis plusieurs années sur le partage, voire le partage, le troc, ou en tout cas l'échange entre communautés solidaires. On est bien sûr dans l'économie, dans une ère où l'économie sociale et solidaire est de plus en plus, enfin, se développe, et en alternative à une économie plus commerciale, plus profitable. Et puis on rentre dans la définition de la société du care, au sens du soin, et pas que du soin médical, mais du soin au sens de prendre soin. Donc dans tout cela, on est dans une société qui évolue dans le sens d'une recherche de sens, d'épanouissement, de cohérence et de liberté. Des mutations technologiques fortes, on l'a un petit peu vu, Alexandra l'a un peu dit dans ses propos introductifs. Donc bien sûr le numérique, hein, avec ce qu'on appelle l'or de la data, donc la donnée de masse devient une valeur en soi. Donc autour de ça, évidemment, des métiers qui se développent, bien entendu. La question de la substitution digitale, hein, qui bouleverse les usages, gain de productivité, création de nouveaux services humains, enfin que des humains ne pourraient pas réaliser, avantages sociaux évidemment, transfert de tâches fastidieuses. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle évidemment est un prolongement de cette substitution digitale, pardon, qui vise donc à réduire, à simplifier, à optimiser, voire à augmenter ce que les humains pouvaient faire par ailleurs. L'Internet des objets, hein, tout ce qu'on appelle, c'est toute la connectique, hein, donc des objets connectés hein, qui permettent d'interagir, et puis un développement très important qui va avec l'industrie 4.0, hein, qui est la cohabitation homme-robot, qu'on appelle la cobotique. Les modèles économiques évoluent aussi de leur côté avec l'apparition des startups hein, depuis une dizaine d'années. Donc la startupisation, l'ubérisation et les économies de plateforme. Bon, voilà, là, je ne rentre pas dans les détails, tout le monde a ça dans son quotidien. La course à l'innovation, la concurrence, l'expérience utilisateur, qui est une donnée qui émerge, enfin qui n'émerge plus, qui est aujourd'hui prégnante depuis, et qui a émergé il y a plusieurs années, hein, donc à travers, et notamment lié à l'économie de plateforme, qui est cette considération qui consiste à faire de l'utilisateur, donc l'acheteur ou le consommateur, en tout cas, l'élément central de l'acte de vente notamment. Donc les modèles tayloriens qui diminuent, hein, mais des modèles tayloriens, spécialisation du travail, faible autonomie, forte répétitivité, faible apprentissage dans le travail. On passe à des modèles plus apprenants, plus coopératifs, plus expérimentaux, où on a plutôt des leviers comme la souplesse, la participation, l'interdépendance des métiers, des fonctions et l'autonomisation. Alors tout ça, ça reste à relativiser. On- on voit bien que le modèle taylorien peut être aussi euh, peut continuer d'exister dans certaines filières, certains domaines d'activité. On pourrait y revenir. Et puis, on passe d'une entreprise pyramidale, très hiérarchisée, très verticale, à une entreprise neuronale, donc, qui est plutôt organisée comme un réseau de neurones, c'est-à-dire avec des éléments qui coopèrent, qui interagissent dans le cadre du processus. Le travail mute aussi, donc avec une fragmentation des modèles d'activité, l'accroissement du travail non salarié, des nouveaux modes de collaboration, un certain nomadisme, hein. Aujourd'hui, on travaille plus aussi exclusivement qu'avant sur un lieu de travail identifié, qui est le lieu de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut travailler d'ailleurs. Euh, la relation du travail normée éclate, enfin en tout cas la notion de travail normé éclate au profit d'une relation de travail plus informelle, plus souple, hein. Ça va évidemment avec le télétravail et le nomadisme. On a vu apparaître depuis ces dernières années, bien sûr, la notion de compétence, hein, qui devient l'unité un peu euh, majeure, centrale, en tout cas, de l'évaluation de l'offre de travail. Et qui dit compétence dit manière d'apprendre différente, avec une atomisation des savoirs
en autant d'unités de compétences qu'on peut imaginer. Donc ça pose toute une série de questions par rapport notamment au système de formation. Le télétravail, j'en parle pas. La non-linéarité de la vie professionnelle, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avec les enjeux de l'employabilité, hein, et le fait d'apprendre en continu aujourd'hui pour répondre à un certain défi par rapport à cette vie professionnelle qui devient de moins en moins linéaire, mais qui est faite de ruptures, de changements, de mobilité. L'agilité, la flexibilité, l'informel, tout ça sont des données qui vont avec. Alors les progrès technologiques, est-ce que ce sont des craintes qui sont infondées? Puisque c'est quand même une problématique forte, hein. Euh, si on regarde les travaux qui ont été réalisés par le passé, on s'aperçoit que le chômage technologique ne s'est jamais concrétisé dans le passé, c'est-à-dire que la technologie n'amène pas nécessairement de chômage de masse. En tout cas, le corollaire de la technologie, c'est pas nécessairement et c'est même pas du tout, d'ailleurs, de provoquer du chômage, puisque les emplois perdus ont souvent été compensés par des créations d'emplois dans de nouveaux secteurs d'activité. Donc, c'est plutôt une espèce de logique de vase communicant, où des emplois se créent, d'autres se détruisent, mais en tout cas, il y a une espèce d'équilibre et de jauge qui se maintient par des effets compensatoires. Les pays qui connaissent des taux de chômage les plus faibles sont les pays, a priori, les plus utilisateurs de robots et d'intelligence artificielle. On pense à l'Allemagne, au Japon, à la Corée du Sud. Ah là, je vous parle de travaux qui sont récents, mais qui n'intègrent peut-être pas les grands bouleversements dans lesquels nous sommes actuellement plongés en matière économique, mais néanmoins, ce sont quand même des grandes tendances qui peuvent s'appliquer toujours au monde dans lequel on est. Alors, il n'en reste pas moins que les robots et l'intelligence artificielle ne peuvent pas tout. Il reste bien sûr limité en matière d'intelligence sociale, et notamment il y a bien la notion de service et de service aux personnes qui restent des qualités et des compétences bien humaines. Euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il a été évalué, estimé qu'à peu près dans un contexte d'automatisation et de numérisation, pardon, euh, seulement moins de 10% d'emplois existants pourraient présenter un cumul de vulnérabilité susceptible de menacer leur existence. Donc, a priori, le progrès technologique, certes, a des effets sur l'emploi, mais n'a pas des effets massifs sur l'emploi en matière de disparition d'emplois. Mais néanmoins, il a été estimé que la moitié des emplois existants est susceptible d'évoluer dans ces contenus de façon significative et très importante. C'est-à-dire que on peut même penser que c'est maintenant, et plus le temps avance, plus on peut dire que c'est plus de la moitié des emplois qui existent qui vont être impactés par les technologies. Ce qui veut dire que plutôt que de disparition, on parlera évidemment plutôt d'adaptation. Le progrès technologique continuerait à favoriser évidemment plutôt un emploi qualifié à très qualifié. Les métiers ou les emplois les plus vulnérables sont souvent des métiers qui ne sont pas ou peu qualifiés. Parmi les grandes tendances, on assiste à une tendance, là aussi, qui sont des tendances connues, hein, tertiarisation de l'économie, féminisation de l'emploi, polarisation de l'emploi, avec plutôt une raréfaction de l'emploi intermédiaire, privilégiant plutôt des pôles d'emploi très qualifiés, voire des pôles d'emploi moins qualifiés, ce qui peut paraître un peu en contradiction avec ce que je disais à l'instant, mais néanmoins, on voit bien que les recompositions vont dans ce sens-là, peuvent aller dans ce sens-là. Une augmentation globale, néanmoins générale des niveaux de qualification, où la norme de qualification se transforme, hein, on va de plus en plus vers les niveaux de diplôme qui s'élèvent, ça c'est certain, et quels que soient les niveaux d'emploi d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Fragmentation des formes d'emploi, on l'a vu tout à l'heure, et puis une grande tendance, évidemment, le vieillissement de la population active. Depuis 30 ans, 4 millions d'emplois ont été créés, à peu près, en France, dont principalement en faveur des métiers du tertiaire, et dont principalement dans le domaine de la santé, de l'action sociale, l'action culturelle et sportive, dans le domaine des services aux particuliers, du commerce, de l'informatique et des télécommunications. Donc là aussi, on n'apprend pas grand-chose. Ce sont ces 4 grands secteurs d'activité qui ont été les premiers bénéficiaires des créations d'emplois. La construction a connu une stabilité, hein, depuis ces 30 dernières années. Alors actuellement, la construction est en difficulté, hein, en matière d'emploi. Alors on peut envisager elle retrouvera
peut-être de de la santé lorsque on aura toutes les problématiques autour de la rénovation des bâtiments qui vont prendre leur, euh, comment dire, enfin, qui vont avoir en tout cas leurs effets les plus importants. L'industrie a perdu très fortement depuis 30 ans, 820 000 emplois de perte dans l'industrie, dont notamment dans les matériaux souples, le bois, les industries graphiques, le textile, dont dans la mécanique et le travail des métaux. Et l'industrie dans l'emploi total en France au niveau national, mais c'est un peu pareil au niveau régional, est passée de 18% à 12% à peu près. Plus d'un million d'emplois ont été perdus dans l'agriculture. Donc on a en écho à cette recomposition, à ces pertes d'emploi, une recomposition des qualifications depuis 30 ans. Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont augmenté, ont vu leur volume d'emploi augmenter de plus de 2 millions en 30 ans. En revanche, les ouvriers ont perdu plus d'un million 200 000 emplois. Puis vous le voyez, toutes les professions euh, intermédiaires, techniques, et les cadres ont gagné de leur côté beaucoup d'emplois depuis 30 ans. Donc le niveau de diplôme augmente, ça c'est une certitude et continuera à augmenter. La moitié des personnes en emploi possédaient un diplôme il y a 30 ans contre 8 sur 10 aujourd'hui. Il y a 30 ans, 16% des personnes en emploi détenaient un diplôme de niveau bac et supérieur contre 56% aujourd'hui, dont une grande majorité de moins de 30 ans. Une donnée intéressante, c'est que les ouvriers qui étaient 3% à détenir un diplôme de niveau bac il y a 30 ans, aujourd'hui, ils sont près d'un quart. Donc ça veut dire que la norme, là, la norme de la qualification augmente et augmente d'une manière universelle sur l'ensemble des emplois, quel que soit leur niveau de diplôme. Et on pense que les niveaux de diplôme du supérieur occuperont un emploi sur deux en 2030. Et donc 40% exerceront dans trois secteurs les activités juridiques et comptables, les services administratifs et le commerce. Alors, quelques données aussi de perspective. La crise sanitaire, évidemment, de 2020 a favorisé les secteurs de la santé et du numérique, ça c'est certain. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la santé va être un secteur particulièrement concerné par les événements et par l'évolution des emplois. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, on n'en parle pas, on est en plein dedans. Et c'est là où je vous disais que le bâtiment pourrait en bénéficier largement, notamment avec un enjeu fort de rénovation des bâtiments, avec un certain nombre de cadres stratégiques, politiques, juridiques qui le commandent. L'industrie pourrait rester stable à horizon 2030, avec donc stable à 10% de l'emploi total, mais recentré sur des secteurs assez forts, la pharmacie, la santé, les biotechnologies, on l'a vu tout à l'heure, font partie des secteurs à enjeu, les produits informatiques, les matériels de transport et l'agroalimentaire, parce qu'il faut bien se nourrir. Deux tableaux. Alors, je passe à la Normandie, là, à l'échelle normande, à la maille normande. Deux tableaux, là, pour le coup, très statistiques et très opérationnels. Ça, ce sont les familles de métiers, donc les grands groupes de métiers qui sont les plus créateurs d'emplois en Normandie depuis, donc entre les recensements de 2021 et 2011, donc dans l'intervalle de deux recensements, les deux derniers recensements. Le recensement 2021 étant calculé sur la base d'enquêtes qui allaient jusqu'à 2023. Donc on est sur des données qui sont un peu datées, mais qui sont pas non plus caduques. Donc vous le voyez, on a des familles de métiers qui ont gagné en Normandie énormément d'emplois. Donc si je pense à la première, ingénieur et cadre technique de l'industrie, donc plus de 60%, 72% dans la période, les ingénieurs de l'informatique, on a des assistantes maternelles, et puis je ne vais pas vous détailler la liste, mais en tout cas, on a toute une série de professions qui ont très largement augmenté, puisque ce sont des taux de variation très forts. Et puis à la colonne de droite, ce sont les projections pour 2030, telles que l'a fait la DARES et France Stratégie dans une étude sur les besoins en 2030. Vous voyez que sur ces familles de métiers-là, la plupart ont des projections, en tout cas estimées, à l'horizon 2030, très fortes.
La fin de la liste, hein, sur des taux de variation un peu plus faibles, mais qui restent encore entre 30 et 20, hein, c'est énorme. Donc voilà, on le voyait, les maraîchers, les aides à domicile, les aides ménagères, les professions du bâtiment et des travaux publics, les cadres des transports, les professionnels du droit et bien sûr les infirmiers et les sages. Au total, hein, cette vingtaine, 20-25 groupes de métiers qui représentent près de 170 000 emplois en Normandie, hein, ont vu leur volume d'emploi augmenter de plus d'un tiers dans la période récente, sur les 10 dernières années, pour être plus simple, donc ce qui est assez considérable. Et on peut penser que ces métiers vont connaître des évolutions toujours aussi importantes. Euh, Ici, je vais vous donner quelques informations sur cette fameuse étude dont je vous ai parlé, hein, sur qui a été faite par la DARES, un ministère du Travail, euh, sur les projections d'emploi à l'horizon 2030. Alors, au niveau national, on aurait à pourvoir entre 2019 et 2030 à peu près 760 000 postes au niveau national et 35 000 postes à pourvoir en Normandie. Le constat qui est fait dans cet exercice-là, qui est encore une fois un exercice statistique, qui aujourd'hui peut être revu, peut être révisé à l'aune d'un certain nombre de paramètres récents. Le constat qu'on fait, c'est que la Normandie, on le détaillerait un tout petit peu après, l'emploi en Normandie resterait stable d'ici 2030, alors qu'il évoluerait assez fortement en France. Et que vous le verrez, les postes à pourvoir en Normandie, donc chaque année, 35 000 à peu près, entre 2009 et jusqu'à 2030, ne seraient quasiment exclusivement liés à des remplacements de départ en fin de carrière et finalement assez peu liés à des créations d'emplois. Donc 35 000 postes à pourvoir en moyenne par an d'ici 2030 en Normandie, avec, vous le voyez, donc 34 700 exactement. Création d'emplois représenterait que 0,1% de ces postes à pourvoir, les départs en fin de carrière et leur éventuel renouvellement, 99,9%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles de métiers qui vont connaître des créations d'emplois très fortes. Là, on parle, bien sûr, on est sur une moyenne régionale, tout métier. Mais la Normandie se distinguerait, se singularise plutôt par assez peu de création nette d'emplois, d'un point de vue global, beaucoup plus par des renouvellements. Alors, on a dans cette étude, il a été estimé des ressources en manœuvre. Donc, c'est-à-dire les ressources, ce sont les jeunes débutants arrivant sur le marché du travail pendant toutes ces années et les mobilités interrégionales. Donc, on voit que ces ressources ont été estimées par an à environ 30 300. Donc, ça veut dire qu'on a théoriquement, hein, un déficit de main-d'œuvre pour remplacer ces postes à pourvoir. Ce déficit de main-d'œuvre, il est estimé à environ 4 400 par an. Alors, ces 4 400 seront pourvus ou pourraient être pourvus par d'autres sources. Mais en tout cas, si on ne considère que l'arrivée sur le marché du travail de jeunes débutants et de mobilité interrégionale, on a un déficit. Alors, les 10 métiers les plus créateurs d'emplois en Normandie, d'ici à 2030, bah, vous voyez, le premier, c'est ouvrier qualifié de la manutention, hein, 475 créations d'emplois en moyenne annuelle, hein, chaque année, en moyenne. Les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, donc les métiers du soin. Les ouvriers de la manutention, les techniciens comptables, financiers, les aides à domicile, les médecins et les professionnels de l'action culturelle, sportive et les surveillants et les attachés commerciaux et représentants. Ça, ce sont les 10 métiers qui généreraient, selon les estimations, le plus de création d'emplois en Normandie. Ça, ce sont les 10 métiers qui généreraient les plus forts besoins de recrutement par rapport à leur effectif de 2019. Les agents d'entretien, les enseignants, les aides à domicile, les ouvriers, les conducteurs, les aides-soignants, les agriculteurs, les infirmiers, les assistantes maternelles et les professions de la fonction publique. Et le tableau juste après reprend la même liste, hein, en montrant de quoi seraient composés ces postes à pourvoir, hein, sur la période. Et donc, on le voit bien, vous le voyez, hein, c'est surtout des départs en fin de carrière. Et pour certains d'entre eux, ce seraient des créations d'emplois, donc les aides-soignants, les ouvriers de la manutention, ou les infirmiers. Mais pour la plupart des autres, ce seraient des postes à pourvoir, seraient le fruit plutôt de renouvellement de,
de poste, renouvellement de poste et de départ de fin de carrière. Vous voyez même les agents d'entretien, hein, il n'y aura pas de création d'emploi en moyenne, mais uniquement des renouvellements de poste. Et les 10 métiers qui présentent qui présenteraient les équilibres potentiels les plus importants, c'est-à-dire à la fois des besoins, des besoins à pourvoir que l'on met en comparaison avec des ressources susceptibles d'alimenter ces besoins, en tout cas susceptibles de pourvoir à ces besoins. Voilà les 10 métiers qui présenteront des potentiels, des équilibres les plus importants, c'est-à-dire pour lesquels les ressources en main-d'œuvre seraient insuffisantes pour remplacer l'ensemble en tout cas pour occuper ou compenser l'ensemble des départs. Donc les agents d'entretien, les ouvriers de la manutention, les aides à domicile, les conducteurs de véhicules, les aides-soignants, les enseignants et les cadres des services comptables et financiers. Donc voilà 10 métiers pour lesquels il y a un fort enjeu, très probablement, en tout cas plus que les autres, à essayer de trouver des ressources en main-d'œuvre pour pouvoir combler les besoins potentiels et donc atténuer les tensions. Enfin, ou à peu près, j'ai pratiquement terminé, oui. Encore quelques diapos. Donc les métiers émergents. Donc je vous ai mis là sur 2 diapos une liste hein, des métiers émergents tels qu'ils ont été définis par l'organisme France Compétences, qui est l'organisme au niveau national qui est en charge la certification, la gestion de la certification, enfin des certifications, mais aussi la formation le financement de la formation professionnelle. Donc on le voit ici. Les clercs, les assistants ou les clercs gestionnaires, les coordinateurs d'intimité dans le cinéma, c'est un métier plus qu'émergent puisque c'est un métier nouveau. Les contrôleurs techniques des installations et des équipements, les développeurs blockchain, les experts en digitalisation et exploitation des bâtiments, les intervenants médico-techniques à domicile et les ouvriers de la construction modulaire hors site. Donc voilà déjà une première liste de métiers qui est considérée par France Compétences à partir d'une consultation qui a été faite auprès des branches professionnelles. Donc, ce sont des métiers qui sont vraiment issus des réalités économiques. Donc, voilà les métiers qui seraient fortement émergents, enfin, qui sont émergents en tout cas en France. Et puis, la fin de la liste, sans idée d'ordre, hein. Les pilotes de ligne pour batterie de véhicules électriques, évidemment. Les product builder no code, ça ce sont des formats informatiques. Les responsables de développement industriel en bioproduction, les responsables Greenit, autour des problématiques de RSE dans les entreprises, techniciens de maintenance, bien sûr, de véhicules électriques, techniciens démonteurs de batteries, techniciens en bioproduction, on l'a vu tout à l'heure, et les techniciens valoristes du réemploi. Donc voilà la liste il y en a 16 en tout, hein, des métiers déclarés comme émergents, donc sur lesquels l'effort de formation peut être porté assez utilement. Pour finir, quelques illustrations sur 3 métiers. Ça, c'est le fruit d'une étude du CARIFOREF que le CARIFOREF a fait avec la région Normandie sur sur quelques métiers transversaux à l'ensemble des secteurs d'activité. Et c'était intéressant parce que on a mis en, en perspective la manière dont ces métiers allaient voir évoluer leurs compétences en fonction d'un certain nombre de transitions. Donc, les premiers, ce sont les assistants administratifs. Alors, les assistants administratifs, c'est une famille de métiers qui recoupe beaucoup de choses, dont les secrétaires de bureautique, les employés de la compta, les secrétaires de direction, etc., les techniciens de services comptables et financiers. Il y en a 85 000 en Normandie actuellement. Ils sont présents dans 83 secteurs d'activité. Ce sont des métiers qui sont très féminins, avec des niveaux de diplôme assez élevés, des emplois stables, et avec des niveaux de tension très élevés, notamment pour les métiers de la comptabilité. Euh, et du point de vue des transitions, eh bien, à la fois numérique et écologique, voilà comment ces assistants administratifs devraient voir leur référentiel évoluer. Donc, pour ce qui est du numérique, avec l'automatisation des tâches, la gestion des données, de la cybersécurité, évidemment, il faudra se familiariser avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec le RGPD. Et puis, pour ce qui est de l'écologie, bah, c'est la question de l'optimisation des ressources et des connaissances juridiques réglementaires liées à l'environnement, parce que ce sont des métiers qui sont à l'interface de plusieurs autres, en tout cas d'une chaîne d'activité dans l'entreprise qui est assez complète. Donc, ces métiers d'assistant administratif seront les métiers qui seront en première ligne
sur notamment les veilles réglementaires en matière d'environnement, pour ensuite de ça diffuser sur les autres métiers de l'entreprise. On a les techniciens informatiques, qui sont eux aussi des métiers qui sont particulièrement importants, même s'ils ne sont pas très importants en nombre. Il y en a 6200 en Normandie. Ils évoluent de 10% entre 2021 et 2015. Ils sont présents dans 67 secteurs d'activité. Ce sont des métiers très masculins, très jeunes, très diplômés, très stables. Il y a peu de temps partiel. Et ce sont des métiers avec des niveaux très élevés, des niveaux de tension très élevés. Pardon. Et du point de vue des transitions numériques et écologiques, on le voit, les grands enjeux, c'est la cybersécurité, c'est les environnements connectés, c'est la question de l'interopérabilité des systèmes hétérogènes. Ça, c'est vraiment un grand, grand chantier dans les années à venir. C'est l'interopérabilité des systèmes. Comment on fait dialoguer ensemble des systèmes d'information statistique. Et d'un point de vue de l'écologie, eh bien, là, on a évidemment des compétences importantes à venir en matière d'usage numérique responsable et bien sûr d'impact ou d'analyse ou de limitation de l'impact environnemental des projets numériques, avec notamment des outils qui se développent sur des mesures de l'empreinte carbone. Et enfin, les technico-commerciaux, 26 000 en région. Alors, une petite baisse lors des 2 derniers recensements, mais ils sont néanmoins présents dans 80 secteurs d'activité. Un niveau de tension très élevé, c'est un groupe de métiers assez masculin. C'est un groupe de métiers plutôt jeunes, des avantages assez diplômés, ce sont aussi des métiers très stables. Euh, et à l'horizon 2030, l'étude nationale de France Stratégie met en place que les ressources disponibles pourraient être insuffisantes pour couvrir les besoins technico-commerciaux. Et enfin, d'un point de vue des transitions, sur le numérique, l'écologique, voire la démographie, on a des compétences prioritaires à attendre là, sur la prospection et la vente par les canaux digitaux, évidemment. L'analyse des données commerciales et marketing, on l'a vu, c'est la notion du data, de l'or de la data, puisque aujourd'hui, c'est bien par l'analyse des données de masse que les politiques commerciales vont pouvoir être menées. Donc, il faut maîtriser les outils d'analyse, suivre les indicateurs de performance. En termes de transition écologique, il y a tout ce qui concerne l'éco-conception des offres et l'impact environnemental des produits, avec l'analyse du cycle de vie des produits. C'est aujourd'hui des choses qui se font de plus en plus. Et puis, bien sûr, en tant que technico-commercial, il y a l'enjeu de développer un argumentaire écologique basé sur les avantages environnementaux pour tous les produits qui sont amenés à être vendus. La question de l'économie circulaire et enfin, pour ce qui est des transitions démographiques, la gestion des attentes multigénérationnelles. Aujourd'hui, une entreprise généraliste doit penser de plus en plus à différencier ou en tout cas dissocier, discriminer un peu son offre en fonction de l'âge des publics, puisqu'on a aujourd'hui un public, une génération de personnes âgées, en tout cas qui vieillit et qui va être de plus en plus une force de consommation, évidemment, à prendre en compte dans l'entreprise. Et j'en termine par une petite diapositive qui est peut-être légèrement un peu datée sur 2 ou 3 projets, mais je voulais vous montrer, pour finir, les quelques projets non exhaustifs, il y en a d'autres, d'activités industrielles centrées sur le développement durable en Normandie. Alors, il y en a une ou deux. Vous le verrez, il y a 1 ou 2 projets, vous allez peut-être me corriger, qui sont plus d'actualité, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors, c'est plutôt la vallée de la Seine, on s'est concentré sur la vallée de la Seine, mais il y en a beaucoup d'autres ailleurs, mais il y a des projets qui sont en train d'être nourris, d'être menés autour du recyclage, de déchets plastiques notamment, mais aussi autour de production de biomasse, autour de production de gaz renouvelables ou dit kérosène, et puis l'hydrogène vert. Notamment. Donc voilà, c'était un petit panel de projets qui montre que l'économie, vous le voyez, elle se transforme, elle se renouvelle, et que par son renouvellement,
elle amène évidemment un certain nombre de transformations en matière de métiers, d'emploi et de compétences qu'il faut bien entendu prendre en compte dans toutes les histoires et les affaires d'orientation notamment, en tout cas d'intermédiation avec le public. Voilà, j'étais un tout petit peu dépassé, désolé Sandra, mais j'en ai C'est pas terminé. grave. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très riche. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer les questions dans le chat. Vous avez vu qu'il y a un chat. Vous avez vu qu'il y a aussi un petit onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à passer par là pour poser les questions. Et Guillaume se fera un plaisir d'y répondre par ce biais-là. Je vais passer la parole à mes collègues parce qu'on va faire un focus maintenant sur les projets, compétences et métiers d'avenir en Normandie. Vous voulez que je partage, mesdames? Ouais, ça marche. Donc, je partage pour vous. Hop. Et je crois qu'on commence par le 3NC. Oui, tout à fait. L'idée, hein, c'est suite à l'introduction d'Alexandra et les propos de Guillaume, de faire un petit focus sur des projets dans lesquels on est impliqué à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Donc, on n'est pas forcément porteur, mais de par notre rôle en région autour de l'attractivité des métiers et des formations, on prend part à des consortiums spécifiques autour des compétences et métiers d'avenir 2030. Après, ici, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'en Normandie, hein, on a d'autres projets qui sont portés par d'autres partenaires et dans lesquels nous, on n'est pas forcément impliqués, mais bien évidemment, ça rentre dans les enjeux du quotidien. Je pense notamment à l'Université de Caen qui porte aussi un AMI sur l'intelligence artificielle, sur le numérique en santé, etc. Donc là, vraiment, c'est des focus spécifiques agences. Mais si vous avez besoin de plus d'infos autour des AMI portés, on a des notes sur le sujet, n'hésitez pas. Donc, on voulait évoquer bien évidemment l'un des plus gros AMI au national, même un appel à manifestation d'intérêt France 2030, qui est 3NC, donc Normandie Nucléaire Nouvelles Compétences. Je pense que tous, plus ou moins loin, vous en avez entendu parler, hein. L'idée, c'est bien évidemment faire de la France un leader, comme on l'évoquait en début de propos, sur la scène notamment internationale ou même au national dans certains secteurs, notamment en Normandie avec le nucléaire et la construction de l'EPR. L'idée est de financer finalement la création de formations et de faire naître une appétence pour les projets nucléaires, notamment chez les jeunes, de les orienter aussi vers ce type de métier qu'ils n'ont pas forcément en connaissance. Donc, vous voyez, c'est 36 partenaires qui sont mobilisés à nos côtés. Les formations, ça va du CAP au Bac+8. Et c'est quand même, d'ici 2030, au minimum 5400 jeunes qui pourront être formés dans ce domaine. Et on a un enjeu, alors sur le slide suivant, vous verrez, d'environ un recrutement de 10 000 personnes pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc, ça s'inscrit dans le mix énergétique normand. Vous allez voir, il y a d'autres sources d'énergie. Mais en tout cas, c'est un projet sur lequel on mise beaucoup. Ma collègue Sophie Tenin, qui pourra intervenir pour vous présenter notamment des actions spécifiques qui, pour vous, sont intéressantes pour vos publics, pour les sensibiliser et leur expliquer ces métiers à fort enjeu sur notre territoire. Ensuite, l'idée, voilà, on voulait aussi vous présenter rapidement le projet H2NC, donc l'hydrogène des métiers, enfin l'hydrogène décarboné spécifiquement. Donc en Normandie, c'est un territoire pionnier en termes de production d'énergie et d'hydrogène. C'est le campus Seine, un campus des métiers et des qualifications de l'énergie en Normandie qui porte ce consortium. Vous voyez, il y a des grandes entreprises engagées à nos côtés. Tout à l'heure, on voyait dans la slide de Guillaume, l'enjeu sur certains territoires et le nombre d'usines en lien avec l'hydrogène. L'idée notamment, de nouveau, c'est de colorer des formations, créer de la formation pour former les professionnels de demain. L'objectif, il est vraiment là. Donc nous, notre enjeu, c'est de rendre attractifs ces métiers et ces formations pour que plus tard, la Normandie soit un territoire vraiment engagé dans le mix énergétique. Donc vous retrouverez après quelques chiffres, ce que je vous évoquais, le fait qu'on soit assez pionnier en région. Et vous voyez, on n'a pas forcément attendu le déploiement de ces AMI, France 2030, puisque déjà depuis 2018, la région avait lancé un plan Normandie hydrogène, puisque c'était un enjeu d'avenir. On produit un tiers de la production française, et notamment dans la vallée de Seine, on voyait tout à l'heure avec Port-Jérôme, et puis à Vernon avec Ariane Group. Donc vous voyez, d'ici 2030, entre 50 000 et 100 000 emplois, donc en direct plutôt national, mais en tout cas, ça fait partie des grands enjeux de notre territoire. Et de même, donc là, on ne va pas vous faire un focus sur toutes nos actions spécifiques, mais on a des sites dédiés, on a des programmes qui se déploient autour de ces grandes thématiques pour vraiment accompagner vos publics à la découverte de ces secteurs. Alors ça
ça va pas tous vous intéresser parce que comme le nom l'indique, c'est plutôt destiné à un public de collégiens. Là, on vous a zoomé sur des appels à manifestation d'intérêt vous avez vu, qui sont sectorisés. On était dans le domaine de l'énergie, toujours un peu sur un volet industriel. Là, on est dans un challenge intercollège WorldSkills qui est transverse. Donc, pour ceux qui connaissent sans doute la compétition des métiers WorldSkills, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plus de 50 ans. L'idée, c'est les Jeux olympiques des métiers. C'est que chaque région de France constitue une équipe qui, au national, va aller concourir pour devenir le meilleur au national, puis en Europe, puis à l'international. Donc la région est engagée depuis de nombreuses années autour de ce projet. Et par ailleurs, dans le cadre de France 2030, a été proposé du fait en fait de leur mission et surtout qui touche à tous les secteurs d'activité, hein, donc, et notamment avec l'industrie, de pourquoi pas créer un appel à manifestation et un projet dédié à la découverte des métiers, mais de façon transverse. Donc, alors, il y a plein d'axes, hein, ce n'est pas le seul, mais nous, à l'agence, en tout cas, on travaille notamment à ce challenge intercollège. Et l'idée, vous voyez, en 6 séquences pédagogiques, donc qui sont plutôt en asynchrone, hein, grâce à une plateforme Moodle. Les jeunes peuvent concourir au national. Donc, ils peuvent affronter, je ne sais pas, les Hauts-de-France qui sont hyper présents. Donc, 12 régions, hein, sont inscrites. Je crois que au total, c'est 220 collèges qui participent à la première édition de ce challenge. Ils vont avoir des séquences, notamment avec des zooms spécifiques autour des AMI qu'on a évoqués. Vous voyez? Donc là, on fait le lien avec une transversalité sur les métiers et puis d'aller sensibiliser dès la 5e, vous voyez, 4e, 3e et 3e prépa métier. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, c'est pour un public spécifique, mais on voulait vous l'aborder puisque ça reprend quand même l'ensemble des données qu'on pourra vous donner aujourd'hui. Alors, je me permets de passer directement à Circé, parce que comme on va avoir Cécile qui va témoigner sur Biot 2, je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Marie, si tu veux bien. Oui, bonjour. Donc, c'est vrai que le projet Circe est un AMI qui, bon, bah, comme Guillaume l'évoquait, la cybersécurité, c'est un enjeu, je dirais même déjà d'aujourd'hui. Et on manque terriblement de spécialistes en cybersécurité, et notamment dans la région. Parce que pour le moment, on a beaucoup de personnes qui finalement viennent des ingénieurs qui viennent de l'étranger. Et il y a vraiment ce besoin d'avoir des spécialistes en France et qu'on garde aussi sur le territoire pour, à long terme, mener les projets. Donc, le projet Circe, il est porté par l'Université de Caen et l'ENSI Caen. Et nous, agence, on vient vraiment sur le levier valorisation, métier, formation, par le biais de la pédagogie dans les établissements et dans les différents événements. Donc, la cybersécurité, c'est vraiment tout ce qui concerne la protection de la donnée. En plus, comme on l'expliquait, la data, ça vaut de l'or. Donc, et c'est beaucoup de cyberattaques. L'année dernière, c'est une entreprise sur deux qui a subi une cyberattaque. Donc, en plus, ça peut être sous tout type de forme. Ça peut être de la demande de rançon, du vol de la donnée. Donc voilà, c'est un enjeu et on a vraiment besoin du coup d'avoir des jeunes qui vont dans ces formations-là. Et c'est pourquoi l'Université de Caen et l'ENSI Caen proposent des formations qui vont d'un niveau bac+3 à bac+8, c'est-à-dire un titre ingénieur. Voilà, surtout qu'il y a un véritable laboratoire de savoir à Caen. C'est là-bas qu'il y a eu la création de la carte à puce pour maintenant les cartes bancaires que vous utilisez. Donc, ce sont des formations qu'on valorise pour justement que les jeunes s'orientent et deviennent les cyberspécialistes de demain. Merci beaucoup, Marie. Il y a une demande sur est-ce qu'il est possible d'avoir tes coordonnées. Je te laisse répondre dans Bien le sûr, chat. je vais les donner. Et d'ailleurs, sur le site Destination Métier, je pourrais même le donner, mais on a un guide qui regroupe toutes les formations qui vont du bac jusqu'au titre ingénieur en Normandie, toutes les formations dédiées à la cybersécurité. Merci beaucoup. Peut-être en introduction du propos de Cécile, Anne-Cécile, est-ce que tu aurais quelques éléments sur Biot 2 avant que Cécile vienne témoigner? Oui, bien sûr. Je veux dire que vous allez écouter Cécile qui porte le projet Bioté2N autour des biomédicaments et du biotesting. Nous, l'agence, bien évidemment, on s'associe à eux pour valoriser les formations et les métiers et finalement remplir les formations qui vont être créées. Donc là, c'est vraiment l'Université de Rouen qui porte et on est bien évidemment à leur côté pour suivre le développement de ce projet qui, pareil, hein, vous allez l'écouter, mais c'est aussi un secteur d'avenir.
Merci beaucoup. Cécile, on peut t'accueillir du coup. On n'a pas pu Ok, très bien. t'avoir tout à l'heure. Bonjour Cécile. Désolée, j'ai eu quelques soucis technologiques, dirons-nous. Ça marche. Alors, tu as la main? Ok. Je peux. Attends, je ne sais pas si c'est moi qui. Tu peux prendre la main si tu veux, sinon je défile et puis tu me dis quand tu veux que je passe. Bah, ok. Bon, très bien. Donc, effectivement, bonjour à tous. Je suis professeure au niveau de l'Université de Rouen-Normandie. Et avec ma collègue Muriel Bardor, effectivement, nous sommes en charge de gérer ce projet Bio 2 at Normandie qui a pour objectif de vulgariser les biomédicaments, mais aussi, comme l'a évoqué tout de suite Anne-Cécile et Alexandra, effectivement d'attirer, de dépoussiérer un petit peu ce qu'est l'industrie pharmaceutique au vu de nos jeunes pour pouvoir les attirer et les former vers ce métier, du moins ce domaine qui est vraiment demandeur, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, France Compétences indiquait comme quoi on avait besoin de responsables en développement industriel, en bioproduction et techniciens aussi. Déjà, qu'est-ce que sont les biomédicaments? Effectivement, on connaît bien nos médicaments les uns les autres conventionnels, type le paracétamol. Ce sont globalement des molécules synthétiques toutes petites, alors je ne vais pas dire simples, mais relativement simples et qu'on maîtrise bien. Maintenant, les stratégies thérapeutiques sont de plus en plus complexes et souvent on va vers des produits d'origine naturelle dans le sens où on utilise le vivant pour les produire. Et on obtient effectivement, comme vous le voyez sur cette diapo, effectivement des molécules beaucoup plus grosses et plus difficiles à caractériser, à obtenir de façon et impossible à obtenir de façon synthétique. Alexandra, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, parmi ceux-là, dans notre quotidien, qu'est-ce que sont les biomédicaments? Alors, vous en avez déjà entendu parler via les vaccins. Effectivement, ce sont des outils de prévention non négligeables, même si maintenant on envisage de les utiliser davantage pour tout ce qui est maladies génétiques rares, mais aussi maladies dégénératives. On parle aussi pour ce genre de typologie de tout ce qui est médicaments de thérapie innovante, c'est-à-dire les thérapies géniques, les thérapies cellulaires. Et ensuite, vous voyez aussi les anticorps et les protéines qu'on utilise largement dans beaucoup de cancers et tout correspondant plutôt à des thérapies liées à des maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires. Peux-tu passer à la diapo suivante? Effectivement, d'un point de vue procédé, tu peux dérouler l'animation, tu as au moins 2-3 clics. Jusqu'à là. Effectivement, on peut partir aussi bien de micro-organismes, voire de cellules d'origine aussi bien végétale qu'humaine, qu'on va essayer de modifier par des transformations génétiques, c'est-à-dire leur permettre de transporter, je dirais, la petite séquence nécessaire pour soigner ou en tout cas endiguer la maladie. Puis ensuite, effectivement, on va faire une amplification cellulaire, ce qu'on appelle l'USP, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces cellules comme usines, on va les multiplier pour qu'elles puissent produire davantage le produit d'intérêt, qui peuvent être elles-mêmes, voire un de leurs composants, qu'on va ensuite essayer de purifier pendant l'étape qu'on appelle le DSP, donc je donne ce process. Une fois qu'on a ce bioproduit d'intérêt, on va le stabiliser pour pouvoir le rendre plus facilement stockable et administrable aux patients, puis le répartir, donc le mettre sous un conditionnement que tout un chacun, alors au moins les personnels de santé peuvent utiliser pour l'emmener jusqu'à nous, donc pour qu'il soit libéré et distribué vers le patient. Alors, sous différentes formes, hein. Ça peut être dans des cargos réfrigérés, comme un simple produit sous forme d'un comprimé tel que vous pouvez l'utiliser. Diapo suivante. Effectivement, là, on a vu le procédé pour obtenir le médicament, mais en amont de cela, il faut effectivement avoir une étape de réflexion, de recherche et développement. Puis des essais pour s'assurer que le produit qu'on va mettre sur le marché est d'intérêt avec des autorisations préalables des agences de sécurité sanitaire. Puis, une fois qu'on a leur feu vert,
Ah, moi, de mon côté, j'ai perdu Cécile. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez perdu Cécile. Oui, ça marche. Bon, on va voir si on arrive à la récupérer. Non, j'ai pas l'impression. Donc, si elle arrive à nous rejoindre tout à l'heure, on la laissera terminer son témoignage parce que l'idée justement, c'était qu'elle puisse vous montrer aussi les métiers du biomédicament. Donc, je me permets d'avancer sur cette slide-là qui était, à mon sens, ah bah la revoilà, assez importante. Cécile, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je me suis permise de passer à la slide de métier. Cécile, est-ce que tu m'entends? Non, j'ai pas l'impression qu'on ait récupéré Cécile. Alors, de toute façon, les slides, là, vous allez les avoir. Donc, je ne me permets pas de la commenter, hein, parce que je ne vais pas faire semblant d'être experte en biomédicaments. Donc, vous voyez là les métiers, effectivement, des métiers où on sait qu'effectivement, il y aura des gros besoins. C'est les métiers de technicien, recherche et développement, notamment. Et puis, vous voyez d'autres métiers à bac+5 que Cécile a listés ici. Des métiers d'opérateur aussi de production. On a parlé tout à l'heure des lignes de production, bien sûr. D'autres métiers aussi à bac+5 avec des ingénieurs. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous a mis aussi? Des métiers liés au contrôle, ouais, responsable de laboratoire, etc. Vous avez, vous voyez, sur chaque partie du camembert, elle vous a mis une liste de métiers. Donc sur l'hygiène, sécurité, environnement, bac+3 à bac+5, hein, du technicien au chargé de sûreté. Et puis les services support, bien entendu, la maintenance, l'industrialisation et le supply chain. Donc voilà pour les différents métiers et bien sûr les métiers liés à la réglementation, hein, chargé d'affaires réglementaire, pharmacien, libérateur. Donc ce support vous sera envoyé. Donc je me permets d'avancer sur les formations. Donc là, il y a des formations du niveau CAP jusqu'au niveau bac+2 pour cette slide-là. Mais bien sûr, pas seulement. Hop, vous allez voir, ensuite bac+3 jusqu'au bac+5 et on peut même aller jusqu'au bac+8. La Normandie est assez bien fournie et en fait l'idée justement de cette AMI, c'est de venir créer de nouvelles formations ou d'apporter des colorations sur des formations. Donc on voit qu'effectivement il existe déjà sur des BUT des parcours dédiés aux biotechnologies, des licences qui sont dédiées aux biotechnologies. Et l'idée de cette AMI, c'est de venir porter la connaissance sur ces formations-là et de donner envie aux jeunes, hein, de se diriger vers ces métiers-là. Donc là, vous voyez effectivement jusqu'au bac+8, hein, avec l'université de Rouen, l'université de Caen qui propose effectivement des doctorats. Mais bien sûr, tous les bac+5, les masters et les diplômes d'ingénieurs qui sont assez nombreux, avec notamment les ITEC, hein, dont est issue Cécile, et qui proposent des parcours très spécifiques sur la santé et sur les métiers du vivant. Donc Cécile vous a mis là tous les liens qui vont bien. Il y a un guide qui a été fait sur les biomédicaments, donc avec l'agence, où on retrouve toutes les formations, tous les métiers. Donc ce que j'ai fait très rapidement là tout de suite malheureusement, mais vous l'avez en détail dans ce guide. On pourra peut-être mettre le lien aussi, j'y pense, mesdames, sur le site, les sites qui sont dédiés aux AMI. On va vous les mettre en conversation. Et puis Cécile vous a mis dans la conversation aussi une adresse mail où vous pouvez la joindre. Donc surtout, vous n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. On va pouvoir du coup enchaîner avec l'idée, c'était de vous proposer des outils, hein, des ressources que vous pouvez mobiliser. Donc l'idée, c'est vraiment de vous soumettre ça. Et donc là, on va avoir les collègues, et notamment Sophie, qui vont pouvoir vous parler du programme pédagogique Métiers d'avenir. Alors attention, ce qui est intéressant, c'est que ce programme pédagogique, bien sûr, on le déploie dans des établissements scolaires, mais il y a quand même des actions et des choses qui peuvent être pour des publics non scolaires. Et donc Sophie va nous l'expliquer. Sophie, je me permets de te donner la parole et je diffuse ton diapo. Je t'en prie. Donc, ce programme pédagogique pour l'année scolaire 2025-26, il est dédié aux élèves de Normandie, donc collégiens et lycéens. Il y a un socle commun sur les métiers d'avenir là, dans le cadre des AMI. Et puis ensuite, il y a une thématique au choix. Donc, la cybersécurité, qu'on a présenté tout à l'heure, les biotechnologies et le nucléaire.
Alors, quelle que soit la spécialité, il s'organise en quatre étapes, ce parcours. La première étape, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie, hein, c'est la sensibilisation des équipes éducatives et pédagogiques à la thématique. La deuxième étape qui est un peu au cœur du dispositif, c'est le programme avec la conduite d'ateliers dans les établissements. Ça peut être découverte du secteur, ateliers sur la mixité, sur les compétences professionnelles. Et puis, une activité autour de Fort Industrie. Troisième étape, l'immersion hors les murs. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure de manière un peu plus détaillée sur une slide. Et puis, un bilan pour aller plus loin et explorer destination métier. Donc, voilà les 4 étapes du parcours. Juste un petit zoom hein, sur une étape qui est en cours, qui vient d'être lancée, c'est le Grand Défi Fort Industrie. Donc, c'est des séquences en classe. Donc, Fort Industrie, hein, c'est un jeu en ligne qui est immersif et qui permet de découvrir tous les métiers de l'industrie. Et il y a notamment une immersion dans un monde normand avec une mise en valeur de l'industrie normande. Donc, c'est un concours hein, où les élèves s'inscrivent par classe et ils essaient de gagner le défi. Élève ou effectivement adulte en recherche d'emploi, Ouais, tu vas y tout venir à après, fait. je crois. Ouais, je vais y venir après. Voilà. Donc, la page d'accueil de Fort Industrie. Ensuite, pour ce qui est de l'étape d'immersion hors les murs, on va faire un zoom tout à l'heure. On propose un événement métier au Havre les 5 et 6 décembre, donc Normand Durable. Il y a bien sûr, je pense que vous le connaissez, notre salon régional de l'orientation et des métiers qui se tiendra cette année à Caen, au Parc Expo, du 5 au 7 février. Vous pouvez noter la date. Et puis sur les énergies décarbonées, on a vu une offre dédiée. On a 800 participants qui sont venus au village des métiers du nucléaire le 14 octobre. On a des vitrines des métiers, donc ça, je vais vous le présenter un peu plus en détail, des visites d'entreprise comme des visites de centrales qui sont proposées. Voilà. Donc, cette étape hors les murs dans le parcours, elle est importante. Alors là, je vous ai parlé du programme pédagogique à destination des scolaires. Hein. Donc, on a 30 établissements inscrits pour l'année scolaire en cours. Donc, effectivement, la slide suivante, c'est pour le public adulte. Et donc, l'offre de services pour les AMI, elle est, comme tu le disais, Alexandra, dédiée à tous les publics. Alors, déjà, les ateliers métiers d'avenir, ils peuvent être programmés à la demande sur nos espaces orientation, information, métier, que ce soit à Hérouville-Saint-Clair, donc dans le Calvados, ou à Rouen. On a nos journées WAM également qui sont ouvertes à tous. Par exemple, il y aura le 7 avril les métiers du numérique et de la cyber à Rouen. Comme on l'a dit tout à l'heure, Alexandra, hein, le défi Fort Industrie, hein, il y a un challenge pour les jeunes des collèges ou lycées, et il y a aussi un challenge pour les publics autres. Hein. Donc, on peut inscrire, par exemple, des groupes de demandeurs d'emploi. Il est encore temps de s'inscrire. Et puis, de la même façon, il y a des séquences sur site extérieur. Et donc là, on retrouve la même chose, le Festival Normand Durable, le salon, les vitrines des métiers qui sont accessibles à tous. Alors, on parlait tout à l'heure des coordonnées, hein, voilà. On disait hein, que sur ces programmes, qu'il y avait trois thématiques, hein, cyber, biotechnologie, énergie. Et donc, vous trouverez à chaque fois les coordonnées des collègues, voilà, sur le support que nous vous transmettrons. Alors, un focus sur les vitrines des métiers. Donc, on se permet ce focus parce que c'est un outil qui est nouveau et qui est en cours de déploiement et qui est, on pense, un peu innovant. Donc, avec ma collègue Clara Marchand, nous avons en charge le déploiement de 5 vitrines sur le territoire normand. Donc, moi-même, je vais être plutôt sur les vitrines Calvados, Manche, Aix-Basse-Normandie et ma collègue Clara Marchand sur la Haute-Normandie. Alors, donc, on est 2 animatrices sur ces vitrines et ces vitrines, elles ont une thématique. On va le voir sur la slide suivante. Sur l'année scolaire en cours, donc il y a la vitrine au lycée Alexis de Tocqueville à Cherbourg avec une thématique maintenant, c'est pilotage qui va prochainement être installée. Puis 2 vitrines qui sont déjà installées, qui ne sont pas encore tout à fait ouvertes au public, mais on est en cours. Il y a la vitrine au lycée Pablo Neruda à Dieppe. Donc là, la thématique,
c'est les métiers des énergies du nucléaire, avec un zoom électrotechnique automatisme. Au lycée Le Corbusier, pareil, la vitrine, elle est implantée. La thématique, c'est les métiers du bâtiment et du génie civil. Et puis, pour la rentrée prochaine, on aura 2 nouvelles vitrines qui devraient être opérationnelles, qui seront opérationnelles. Celle du lycée Cornu à Lisieux, sur la réalisation des ensembles mécaniques, et celle du lycée Charles Tellier à Condé, en Normandie, sur le numérique et la cyber. Alors, peut-être vous vous demandez quel est le contenu de ces vitrines, quels sont les objectifs. Donc, l'objectif, là encore, c'est notre thématique, c'est l'attractivité des métiers des énergies, avec un zoom sur le nucléaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une expérience qui soit immersive pour faire découvrir un environnement professionnel réaliste. Hein. Par exemple, il y a des équipements de protection individuelle qui sont présents dans chaque vitrine que le public pourra tester. Et l'idée, c'est de s'immerger un peu, de pratiquer des gestes de métier, de s'informer sur les formations. Voilà, donc c'est en 3 étapes. D'abord, le mix énergétique normand et l'ambition normande dans le nucléaire. Une immersion avec des gestes professionnels qui pourront généralement être mis en place en fonction de la thématique du lycée. Et puis un focus ensuite sur la mixité et les parcours de formation. J'ai Donc une ça question, Oui, Sophie. oui, J'ai une question. Est-ce que les vitrines sont ou seront accessibles à un public d'adultes en insertion? Ces vitrines qui sont dans complètement. des lycées. Ouais. Donc, c'est ouvert à tout public, hein, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, public en reconversion. Enfin, voilà. Ce sera vraiment ouvert à tout public. Alors, peut-être pour aller dans le prolongement de cette question, donc, on est en lien avec les lycées, hein, c'est en partenariat avec l'académie que ça se construit, tout ça. Et donc, on va proposer une programmation qu'on mettra en ligne sur notre site Destination Métiers. Hein, donc, dès que ça sera prêt, il y aura un onglet vitrine des métiers. Et il y aura des dates et des groupes de demandeurs d'emploi, par exemple, pourront s'inscrire via l'inscription avec les liens qui seront proposés aux dates données dans chacune des vitrines. Voilà. Alors là c'est juste un exemple de contenu. Hein. Je vais pas, par exemple, le module 2, c'est le mix énergétique en Normandie. Donc, on essaie d'être interactif. Donc, ça présente toutes les sources d'énergie en Normandie. Et donc, il y a des pièces à aimanter que le public doit repositionner et on explique de quelle énergie il s'agit, etc. Voilà. Merci beaucoup. Et si jamais il y a des questions, vous avez vu, il y a les coordonnées de Sophie notamment dans le support. Donc, n'hésitez pas à contacter Sophie pour avoir plus d'infos. S'il n'y a pas de questions et je n'en vois pas, dites-moi si je suis passée à côté, mais si je n'en vois pas, et donc on va pouvoir poursuivre. On est toujours dans cette logique de quels outils vous pouvez mettre à disposition de vos publics, des publics que vous accompagnez pour découvrir ces métiers d'avenir. Et donc là, on va vous parler, donc c'est un outil très concret, c'est un festival, le Normand Durable. Donc je vais laisser Anne-Cécile nous parler de ce festival. Donc, vous voyez, là, ça approche, donc mais il est encore tout à fait temps de vous mobiliser. Donc, le 5 et 6 décembre prochain, au Havre, on organise le Festival des métiers et des formations de demain Normand Durable. Pour certains, vous l'aviez déjà peut-être à connaissance, il a déjà existé les années précédentes, mais il était plutôt intra-université. Donc là, l'idée, c'est qu'on travaille avec l'association Les Pluies de Juillet pour lui donner une dimension régionale. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les transitions en Normandie, les formations, toutes les démarches autour des transitions et des métiers de demain qui peuvent être portés sur notre territoire. C'est pour ça que ça s'appelle festival et non pas salon, c'est que vous allez y retrouver, vous voyez, pas mal d'espaces un peu différents, donc des conférences, des pitchs, une salle de cinéma avec une programmation normande autour des transitions, des ateliers. Et puis, un espace démo métier où là, on va retrouver vraiment de l'animation autour des métiers de demain de tous nos partenaires, OPCO, branches et filières qui ont cogité justement sur l'évolution de leur métier. Un espace, bien évidemment, conseil en orientation et un espace plutôt dédié aux formations du supérieur en Normandie qui œuvrent dans les transitions. Après, je vais vous montrer, voilà. Donc, on a travaillé ce festival autour de 4 parcours que vous retrouvez un peu comme un filigrane ou voilà, intrinsèque à tout le festival, qui sont mieux produire,
Donc là, on va vraiment aborder la décarbonation des énergies, tout ce qui est fabrication plutôt des biens et des services, ou bien l'industrie, la filière agricole, et les transformations qui les touchent sur notre territoire et comment demain on peut relever le défi et se former à des nouveaux outillages. Je pense, même si ça existe déjà, les drones dans l'agriculture, voilà, il y aura une présence et une présentation de ces outils. Vraiment de penser à demain, nos métiers actuellement, comment ils vont évoluer. Sur le mieux vivre, on va aborder des thématiques qui vont du bâtiment, de la rénovation énergétique des bâtiments jusqu'au bien vieillir. On aura une présence notamment du Gérontopôle qui va aborder l'ensemble de ces innovations sur le territoire. Bien évidemment, on abordera les biomédicaments avec Bioté2N qui vous a été présenté. Et puis aussi tout ce qui est lié à l'aménagement paysager et tout ce qui est travaillé justement autour des transitions. Sur l'autre parcours qui est mieux se déplacer, là l'idée, comme le nom l'indique, c'est vraiment d'aborder toutes les démarches de mobilité douce aussi, de dire quand je suis mécanicien, forcément avec les nouveaux véhicules hybrides, électriques, etc., mon métier peut évoluer et comment toutes ces entreprises, tous ces acteurs se mobilisent autour de ces formations. Et puis mieux comprendre le monde, là peut-être qu'on est plus sur quelque chose d'un peu plus général. Alors on va aborder bien évidemment le numérique, mais on aura aussi un espace lecture, on aura une sélection d'ouvrages autour des transitions. Vous voyez, donc c'est à vivre comme un festival. En revanche, on a avec l'axe métier formation. Par ailleurs, on aura un village enfin, on appelle ça territoire d'avenir, où on aura une présence, bien évidemment, de collectivités qui œuvrent dans le sens des transitions, et puis des entreprises qui viendront présenter ce qu'elles font et comment ça touche leur métier au quotidien. Donc vraiment, ça plaît à tous les publics. Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse. Et pour l'accompagnement de vos usagers, de vos publics en général, c'est vraiment une autre façon peut-être d'aborder les métiers et les formations. Et donc, on espère que ça va fonctionner parce que c'est la première édition en ce format régional qui se passera au Havre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez Et, compris, si... ouais. Oui, Non, vas-y, pour je t'en prie. compléter, mais tu es encore plus au fait que moi, on a des financements possibles de transport et des véhicules, enfin des transports qui partiront de certaines villes de Normandie, donc même pour l'accompagnement de vos publics, peut-être n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, tout à fait. Il reste voilà, des possibilités de venir. Il y a des navettes, effectivement. Vous pouvez prendre attache avec nous si vous avez des questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir la programmation complète. Elle est très alléchante. Il y a des conférences, des fresques, voilà, plein de choses participatives sur les métiers de demain. Et pour les publics demandeurs d'emploi, il y a une aide à la mobilité via France Travail pour se déplacer donc, au festival. Tout à fait. Merci beaucoup. On reste sur la thématique des transitions. Donc là, on vous a abondamment parlé effectivement de ce que nous, on peut collaborativement mettre en œuvre avec nos partenaires, avec les filières. Mais on voulait mettre à l'honneur aussi l'Institut Turn via Sophie. Merci Sophie d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous expliquer, parce que peut-être que les gens ne connaissent pas encore l'Institut Turn, et puis surtout, tu vas nous parler des ressources qui sont disponibles et dont peuvent se saisir les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Sophie Kraus, je suis responsable du pôle formation de l'Institut Turn pour Institut des transitions de l'Université Rouen-Normandie. L'Institut Turn, c'est quoi? C'est un service commun général à l'université. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, l'Institut Turn est divisé en 4 pôles, donc je vais les présenter très brièvement, mais donc on a un pôle Ecocampus qui est le pôle le plus intuitif quand on pense aux enjeux de transition dans une université. C'est le pôle qui doit réduire les impacts environnementaux de l'université, donc ça peut être biodiversité, impact carbone, numérique, mobilité, etc. Ensuite, on a un pôle recherche dont l'objectif est de faire émerger des projets de recherche inter- et transdisciplinaires, donc faire travailler les laboratoires ensemble sur des thématiques liées à la transition écologique. Ensuite, un pôle qualité de vie universitaire. Donc là, l'objectif, c'est de travailler, enfin d'essayer d'améliorer la qualité de vie à la fois des personnels, du coup la qualité de vie au travail et la qualité de vie des étudiants. Puisqu'on sait que faire transitionner un établissement tel que l'université, ça demande des efforts de chacun et ces efforts, ils ne peuvent pas être consentis dans un endroit où les personnels, par exemple, ne se sentent pas à l'aise ou les étudiants, etc. Donc là, l'objectif, c'est de recréer un peu plus de dynamique bienveillante autour des enjeux de transition à l'université. Et enfin, le pôle formation, d'où je parle, dont l'objectif est évident. Transformer l'offre de formation de l'université pour qu'elle intègre mieux les enjeux de transition écologique. Du coup, je te laisse passer à la slide suivante.
Donc, quand on parle de former à la transition à l'université, on pense spontanément au public des étudiants. Donc là, à l'université, on s'est mis en conformité avec les recommandations du ministère d'atteindre 30 heures de formation à la transition écologique en socle initial. Donc, il y a 10 heures de socle commun pour tous les étudiants de L1. 20 heures depuis janvier dernier pour tous les étudiants de L2. Et ces 20 heures, je pense que ça peut vous intéresser, se décomposent entre 12 heures de cours CM et 8 heures de cours en ligne à travers un MOOC qu'on a créé grâce à un financement de la métropole. On l'a appelé le MOOC des territoires. Et là, l'idée, c'était de visibiliser des actions du territoire qui se font sur les enjeux de transition. Et donc là, l'idée, c'était de montrer un peu aux étudiants une facette un peu plus positive de la transition, parce que pour l'instant, la façon dont on parlait, c'était beaucoup le changement climatique, l'effondrement du vivant, etc. Donc c'est aussi une façon d'aborder les choses qui peut être très anxiogène. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de proposer des contenus un petit peu plus positifs et en plus ancrés sur le territoire. Donc là, tous ces contenus du MOOC des possibles, par exemple, les vidéos qu'on a tournées en partenariat avec la métropole et la NBDD sont disponibles en libre accès à tous. Après, le contenu complet du MOOC est devrait être disponible à tous les publics bientôt. On est en train de travailler sur une ouverture, mais pour l'instant, c'est sur une plateforme MOOC Moodle à l'intérieur de l'université. Donc pour l'instant, c'est pas encore accessible, mais ça devrait l'être. Et ensuite, du coup, un autre volet des formations à la transition écologique à l'université, c'est aussi les formateurs. Et donc là, on cible à la fois les personnels administratifs, mais aussi et surtout les enseignants. Et dans ce cadre, on a eu un financement du ministère pour organiser donc l'été prochain une université d'été sur les enjeux de transition, sur la formation des formateurs, en lien avec notre alliance européenne d'universités et en lien avec d'autres universités françaises. Donc là, le programme est en train de se consolider, mais il y a ça comme future date sur ces enjeux-là à Rouen. Ensuite, on est en train de créer un parcours de formation dédié aux enseignants de l'université qui sera aussi ouvert à partir de septembre avec des conférences, etc., plus sur les enjeux de posture d'enseignants, puisqu'on sait que enseigner les enjeux de transition écologique ne peut pas nécessairement se faire de façon extrêmement descendante à travers un cours magistral, etc., puisque c'est pas la meilleure façon d'engager les étudiants. En fait, on leur apprend des connaissances, mais qui ne vont pas nécessairement vraiment intégrer au quotidien dans leur vie, etc. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est les pousser plus à l'action. Et donc, dans ce cadre, des pédagogies plus transformatives sont plutôt recommandées. Afin de guider nos travaux en ce sens, on est en train de créer un référentiel de compétences en soutenabilité propre à l'université, en se basant notamment sur des référentiels existants. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler, par exemple, du Green Comp. Qui est du coup le référentiel à l'échelle de l'Europe sur les enjeux de soutenabilité. Donc là, ce travail, on est en train de le faire et chaque groupe de travail est dédié à une des compétences en soutenabilité. Donc on a pensée systémique, pensée prospective, etc. Et à chaque fois, on fait intervenir un expert et ces interventions sont accessibles au grand public. Donc là-dessus, je vous dirai aussi comment c'est possible de trouver des informations là-dessus. Et enfin, du coup, une dernière piste pour aider les formateurs, c'est de mettre à disposition des outils pédagogiques. Donc non, c'est bon, tu pouvais en effet changer de slide. Donc pour ça, on a créé un site internet qui s'appelle Ressources, donc qui est disponible à teds.univ-rouen.fr. Et donc là, l'idée, c'était de mettre plein de ressources pédagogiques sur différentes thématiques en lien avec la transition écologique pour les enseignants. Et du coup, dans la partie actualité, vous pourrez retrouver aussi toutes nos petites actualités à l'Institut Turn en lien avec la formation sur la transition. Et notamment deux articles que je vous recommande de lire, du coup, qui sont la publicisation de deux jeux sérieux qu'on a créés au sein de l'Institut Turn et en collaboration avec le service d'appui à la pédagogie au sein de l'université. Donc, on a Diploclimat, qui est un jeu sérieux qui se joue via une interface en ligne, où l'idée, c'est de simuler une COP. Et donc, ça se joue plutôt avec des groupes assez conséquents, à minimum, je dirais, une quinzaine de personnes, où l'idée, c'est que chaque personne va incarner quelqu'un d'une délégation d'un pays, et ensuite, tous les pays doivent se mettre d'accord sur quels amendements ils gardent, etc. À la fin, il y a une assemblée générale, et on voit quels amendements ont été adoptés à l'unanimité. Donc, bon, le contexte est bon pour que je vous en parle, puisque c'est en ce moment la COP au Brésil. Et ensuite, on a un jeu qui s'appelle Climato Quoi, qui là, il a un jeu de cartes
dont l'objectif est de travailler l'argumentaire face aux climato-sceptiques. Donc là, l'idée, c'était aussi que des étudiants nous avaient partagé le fait qu'ils avaient pas mal de connaissances sur les enjeux de transition, mais qu'ils n'arrivaient pas à débattre là-dessus, ils n'arrivaient pas à mobiliser ces arguments et ces connaissances dans le cadre de discussions avec des personnes qui étaient moins convaincues. Et donc là, l'idée de ce jeu, c'est plutôt pour des initiés, pour juste travailler la façon dont on va construire nos argumentaires pour répondre face à des propos ou discussions climato-sceptiques. Donc climato-sceptiques, en mettant en grand terme, on met pas mal de choses derrière ce mot, mais voilà. Voilà l'idée. Et du coup, toutes ces ressources sont à retrouver sur notre centre de ressources. Voilà. Passer à la Est-ce que slide Sophie, suivante. ces ressources-là, elles sont donc accessibles, on le comprend, aux enseignants, mais aussi à toute personne qui accompagne des publics, qui n'a pas de besoin de login enseignant ou quoi que ce soit? Non, alors pour Diploclimat, pour l'instant, on ne sait pas encore très bien comment faire quand la personne qui veut créer une session n'a pas de compte à l'université. Hmm. Donc ça, c'est une des questions sur lesquelles on est en train de buter. Et ensuite, pour Climatoquoi, il s'agit d'un jeu de cartes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la version définitive avec des jolis designs, etc. Ça, on est en cours de création. Mais en tout cas, on a encore des fichiers brouillons, enfin du coup des cartes imprimées, mais pas avec la mise en page définitive, qu'on peut définitivement prêter lors de salons, etc. C'est un type de jeu qui se prête assez facilement à briser la glace, etc. Voilà. D'accord, Euh, ça marche. Et du coup, enfin, pour les prochains rendez-vous, sachez que du coup, à la fin de la semaine, l'université et l'Institut en particulier organisent des rencontres du multirisque en lien avec le changement climatique, avec comme objectif aussi de former les enseignants, les personnels et aussi les acteurs du territoire aux enjeux du multirisque en lien avec le changement climatique. Donc, en gros, avec le changement climatique, par exemple, le risque inondation devient plus prégnant. Qu'est-ce que ça veut dire sur le risque économique? Qu'est-ce que ça veut dire sur les risques sociaux, etc. Ensuite, du coup, je vous invite à regarder les conférences liées à notre groupe de travail référentiel de compétences. La prochaine date à ce sujet, c'est une intervention de François Briens sur la prospective le 18 décembre 2025. Donc là, c'est en présentiel à l'université. Et ensuite, je vous inviterai dans les prochains mois à regarder les actualités liées à l'université d'été que nous allons organiser sur la formation des formateurs. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Et pour rebondir, on a parlé de Normand Durable et là, on parle des transitions. Julien Réveillon de l'Université de Rouen sera à Normand Durable pour donner une conférence justement sur les risques et quels impacts ça va avoir sur l'orientation des jeunes et les futurs métiers des jeunes qui seront demain acteurs de l'économie et de la société. Et puis, il y aura aussi une conférence à Normand Durable autour de s'orienter dans un monde qui bouge et dans un monde de transition. Donc, ça fait le lien avec aussi ce dont tu viens de parler. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, s'il y en a, on les transmettra à Sophie. Je crois qu'il y a tes coordonnées. Voilà, c'est ça, ici. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur les ressources, si vous avez du mal à y accéder ou si vous avez besoin d'éclaircissement. On va terminer sur les ressources. Donc, vous avez vu dans les conversations, Marie vous a mis les liens vers les sites qui sont dédiés au projet AMI qu'on vous a présenté tout à l'heure. Moi, je vais vous parler d'outils qui se trouvent là sur notre site Destination Métier. Globalement, si vous avez besoin d'informations sur une filière, sur un secteur, si vous voulez retrouver un des guides dont on a parlé, vous pouvez vous rendre sur notre site destinationmétier.fr. On a à l'agence ce qu'on appelle une green box. Donc, c'est un certain nombre d'outils qui sont liés aux transitions et dédiés aux transitions. On a notamment un escape game numérique qui peut être mobilisé par vos publics et utilisé pour découvrir les métiers des transitions, de la transition écologique. On a également créé avec les partenaires un guide des métiers et des formations de la transition écologique. Donc c'est un outil qui est assez complet, qui est mis à jour régulièrement. Tous les liens que je vous ai mis sur les diapos sont cliquables et donc vous pouvez directement accéder à la ressource. Alors je vais juste demander à la personne qui a son micro allumé de peut-être l'éteindre parce que ça gêne un tout petit peu. Et on a également une brochure qui s'appelle Citédoc, dédiée au métier de la transition écologique. Et donc, vous retrouvez un certain nombre de liens. Bien sûr, là, dans la présentation qu'on vient de vous faire, c'est impossible d'être exhaustif. Il y a tellement de sujets qu'on aborde, tellement de ressources qui existent. Donc là, ce Citédoc vous permet déjà d'avoir une synthèse de ressources. Et puis, cette green box vous permet d'avoir des outils un petit peu clés en main pour faire découvrir la transition écologique à vos publics, qu'ils soient scolaires ou pas, qu'ils soient
adulte, hein, ça marche très bien aussi. Les escape games, on fait régulièrement avec des adultes, ça fonctionne très très bien. Ça permet d'accéder à des fiches métiers, après de faire des recherches un petit peu plus développées, et sur le site Destination Métiers, de venir ensuite découvrir des ambassadeurs dans le secteur, et donc de prendre contact avec eux, d'essayer de trouver des stages, des immersions aussi dans le domaine. Donc surtout pensez à ça, hein, dans la découverte métier. Si vous avez des publics qui veulent faire des enquêtes métiers notamment, pensez à Destination Métiers pour cela. Pour finir, dans les outils un peu grand public de l'agence, donc Sophie en a parlé, il va y avoir des ateliers dédiés aux métiers d'avenir qui vont être mis en place. Donc là, regardez régulièrement sur le site Parcours Métiers Normandie, vous avez la liste de nos ateliers, les ateliers de l'agence. Et donc là, ça va être mis à jour et vous allez pouvoir avoir l'information sur comment vous inscrire ou inscrire vos publics à des ateliers. Donc dans un de nos 2 sites, hein, Rouen à l'Atrium, et puis sur Hérouville-Saint-Clair. Et puis, on a à disposition également un autre escape game qui est un petit peu plus générique, mais qui peut être très intéressant aussi, parce qu'il permet d'aborder les compétences professionnelles de demain, notamment des compétences liées à la collaboration, à la communication, à l'esprit critique, qui sont des compétences clés dans un monde en mouvement perpétuel. Donc cet escape game-là, il est déjà disponible, vous pouvez déjà l'utiliser avec vos publics. Et puis, si vos publics viennent à l'agence, on peut l'utiliser aussi avec eux lors d'ateliers. Une toute dernière information, si vous avez réussi à venir jusqu'à nous, c'est que a priori vous savez qu'on fait un cycle de webinaires d'information pour les professionnels, et donc c'est que vous avez connaissance a priori de cette page d'information sur nos webinaires de professionnalisation, mais quand même à toutes fins utiles, je vous ai remis ici le lien vers notre programmation de webinaires pour les pros de l'orientation et de l'infométier. On va avoir plein de thématiques très intéressantes à venir qui peuvent vous intéresser, en allant de la VAE jusqu'à la mixité, en passant par les métiers d'art. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder notre programmation à venir. On a fait le tour de ce sujet très très dense en un temps record. Merci à tous les contributeurs de votre esprit de synthèse et de vos contributions. Il est toujours temps de nous poser vos questions. Je ne crois pas qu'on ait laissé des questions sans réponse. Si jamais il y a des questions, notamment sur les financements des transports liés à Normand Durable, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail pour qu'on vous fasse le détail, hein. Il y a effectivement des navettes qui sont prévues, notamment pour les collégiens, lycéens, étudiants, depuis certaines villes normandes. Donc vous pouvez aller retrouver ça sur le site de Normand Durable, mais si vous n'arrivez pas à retrouver, ou si vous avez besoin de l'info un petit peu plus vite et oralement, vous n'hésitez pas à nous contacter. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Merci d'avoir assisté à ce webinaire-là. Et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez les coordonnées des collègues concernant les projets AMI qu'on a évoqués. Vous avez les coordonnées concernant les vitrines. Et puis, sur Normand Durable, on vient de l'évoquer, soit Marie, soit moi, peu importe, on répondra à toutes vos questions. Est-ce que les collègues, vous avez un mot de la fin ou quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué sur cette thématique, ou est-ce que l'on a tout dit? Je pense qu'on est bien. On est bien, ça va. Je ne sais pas comment on a tenu le timing, c'est assez exceptionnel. Merci à tous. Et ben, je vous remercie. On va mettre en forme un petit peu ce replay et on va vous le mettre à disposition. On vous enverra donc le replay et puis les ressources et les supports qu'on vous a présentés ce matin pour que vous puissiez prendre le temps de les regarder à tête reposée. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les contributeurs. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée. Merci pour l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir.